Sunday Night Production. Et ça fait beaucoup de mots en 3 syllabes, ça, Fred. Est-ce que tu peux me détailler un peu plus et me vulgariser un petit peu plus tout ça parce que je suis pas sûr de bien te comprendre. Il a fait scandale lors d'une conférence en 1996, notamment en demandant pourquoi un marathonien était capable... J'espère que tu vas pas nous conseiller de subir une lobectomie pour améliorer nos performances. Le cerveau donc, dans la gestion de l'effort et dans la perception de l'effort qu'on pouvait avoir, et est-ce que ça avait un rôle limitant au final? Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur. Et aujourd'hui, nous allons traiter la partie 2 de notre dossier spécial sur les facteurs clés de performance. Et dans cet épisode, on va tenter de répondre à des questions aussi passionnantes que complexes, comme par exemple, qu'est-ce qui détermine l'atteinte de ces objectifs? La VO2 max est-elle le Graal pour performer en course à pied? Ou encore, quelles sont les qualités physiques et mentales à développer pour performer? Mais avant de répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir un homme pour qui la VO2 max et l'endurance sont aussi sacrés que le Gange pour les hindous. Je parle bien sûr de notre bien-aimé Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Eh bien, en pleine forme comme d'habitude et toujours autant ravi de te retrouver pour un nouvel épisode. Qui plus est la suite de notre première partie sur le sujet qui, j'espère, permettra à chacune et chacun de comprendre réellement comment se joue une perf qui, je le rappelle, reste individuelle. Et là, je parle autant de l'objectif chronométrique de certains que de l'accomplissement de boucler une distance pour d'autres. La performance est individuelle, on n'aura de cesse de le répéter dans ce podcast. En tout cas, Fred, moi je suis ravi qu'on aborde aujourd'hui la partie 2 de notre dossier spécial sur les facteurs clés de performance. Dans la partie 1, j'avais appris beaucoup de choses, donc mes attentes sont nombreuses pour cette partie 2 et j'espère que je serai bientôt incollable sur toutes ces questions qui sont liées à la performance. Parce que en matière de performance propre de l'athlète, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, je sais que dans les sports d'endurance, on parle souvent, quand on parle de performance, de VO2 max, qui correspond de manière très simplifiée, je le rappelle, à la quantité maximale d'oxygène que les poumons d'un athlète sont capables de capter pendant une course, car plus nos poumons sont capables d'inspirer de l'oxygène et de la transmettre dans le sang pour que nos muscles la captent, plus nos performances elles seront meilleures. Alors, est-ce que déjà mes connaissances sont exactes en matière de VO2 ? Est-ce que c'est vraiment ça aussi qui est la clé de la performance ou il y a peut-être d'autres facteurs qui jouent en course à pied ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, tout d'abord, physiologiquement et biomécaniquement, il y a 3 facteurs clés pour la performance en course à pied. La VO2 max, tu viens d'en parler, l'indice d'endurance et l'économie de course. Donc, il s'agit de bien comprendre dans un premier temps ces 3 éléments avant de passer à la suite. Et bien justement Fred, on compte sur toi, je compte sur toi, nos auditeurs et nos auditrices comptent sur toi pour que tu nous parles de ces 3 facteurs qui sont clés dans la performance. On va être incollable sur toutes ces questions. Je te propose qu'on commence par la fameuse VO2 max, parce que c'est, voilà, comme je l'ai dit à l'instant, c'est un peu le Graal. C'est vrai qu'on entend souvent, peut-être à tort et à travers, parler de VO2 en course à pied. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Parce que ça me semble plus logique qu'on commence par ça. Ah, effectivement, Guillaume, la VO2 max est l'élément certainement le plus connu pour toute personne s'intéressant à l'optimisation de son potentiel en course à pied et plus globalement dans tous les sports d'endurance. On en avait déjà longuement parlé, notamment lors de notre épisode sur le développement de la vitesse du coureur, donc je ne referai pas tout l'exposé qui nous a pris un épisode entier, mais il faut effectivement comprendre que c'est un élément fondamental car les efforts d'endurance ont tout simplement besoin d'oxygène pour se réaliser. Et concrètement, pour le coureur ou la coureuse, cette VO2 max, qui est le volume maximal d'échanges gazeux, on pourrait le résumer et le schématiser en disant le volume maximal d'oxygène qu'on est capable de mettre à disposition du corps, cette VO2 max, elle est atteinte à une vitesse donnée, la fameuse VMA, vitesse maximale aérobie. Donc, on peut aller beaucoup plus vite que cette vitesse maximale aérobie, on en a déjà parlé, mais on ne consommera pas plus d'oxygène. Et au final, pour résumer,
on pourrait dire que plus la VMA est élevée, et plus on est capable donc de maintenir une intensité élevée en course. Et c'est bien là le jeu, c'est de connaître sa VO2 pour pouvoir l'améliorer et augmenter ses capacités en la matière. Alors là, je me permets d'insister sur ce point-là parce que tu as raison de le rappeler, c'est quelque chose qu'on entend malheureusement souvent dans les pelotons de coureurs et qui est faux. La VMA ne correspond pas à la vitesse max du coureur, mais à la vitesse de consommation maximale d'oxygène par l'organisme. Par exemple, si on prend une ligne droite, une distance courte, eh bien tu mets un sprinter de 100 mètres, même de niveau régional, il pourra facilement battre un Eliud Kipchoge tout en ayant une VO2 max, donc une VMA beaucoup plus faible que lui, tout simplement parce qu'on est sur de la vitesse pure. Et du coup, Fred, c'est là que rentre en compte ce qu'on appelle l'indice d'endurance. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux indice d'endurance? De quoi on parle quand on évoque cet indice? Alors, très concrètement, l'indice d'endurance, c'est ta capacité à maintenir la plus haute intensité le plus longtemps possible. Alors évidemment, elle est liée à ta vitesse maximale aérobie, mais pas uniquement, car en fait tu as tout un ensemble de paramètres qui entrent en ligne de compte, notamment le phénomène d'oxydation musculaire, l'effet tampon qui peut se produire, et qui vont interagir sur la VMA et du coup te donner un certain indice d'endurance. Alors on pense souvent à tort que l'endurance, c'est courir le plus longtemps possible. C'est vrai, mais en partie seulement. Parce qu'en fait, l'endurance, c'est bien courir le plus longtemps possible, mais le plus vite possible également, en fait. Et donc, en fait, ton indice d'endurance, ça va juste être la mesure de ta capacité à courir le plus vite longtemps à la plus haute intensité possible. Pour bien qu'on comprenne le distinguo avec la VMA, c'est que la VMA, c'est la vitesse, ça se mesure facilement, c'est une mesure biologique, vitesse à laquelle ta consommation d'oxygène est maximum. Là, pour calculer ton indice d'endurance, on va prendre ta VMA et on va te faire un test qu'on appelle le train maximal imposé. Et on va partir à ta VMA et on va voir combien de temps tu tiens. Alors globalement, les personnes à leur VMA arrivent à tenir 2 à 3 minutes. Un athlète, on va dire normal, entre guillemets, un athlète lambda, sans que ça soit péjoratif dans le terme. Les athlètes élites vont réussir à tenir leur VMA sur 6, 7, 8 minutes. Certains, beaucoup plus. Voilà, un athlète très bien entraîné le tiendra déjà 4 à 5 minutes. C'est le fameux test de TMI, c'est-à-dire train maximal imposé qui se fait derrière un vélo ou sur tapis et on voit combien de temps on tient notre vitesse maximale aérobie et ça vous donne votre indice d'endurance. Très concrètement, c'est aussi simple que ça. Ces deux VMA et indice d'endurance sont liés mais sont à la fois très différenciés, il faut le comprendre et c'est pour ça qu'on peut avoir un athlète qui a une meilleure VMA que nous mais qui, sur une course par exemple de 5 ou 10 km, finira derrière nous parce que son indice d'endurance est peut-être plus faible. Voilà, ce n'est qu'une... En tout cas, VO2 et indice d'endurance ne sont que deux éléments de la performance. Effectivement, Fred, c'est vrai qu'on oublie souvent cette dimension. Il y a beaucoup d'athlètes qui vouent peut-être un culte sur la VO2 max, mais au final, l'indice d'endurance est quasiment autant, voire même plus important quand on fait des courses de fond que la VO2 max. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entraîneurs qui s'intéressent surtout aux références sur 1500 mètres et 3000 mètres plutôt que la simple VO2 max parce qu'elle la juge plus pertinente pour eux en termes que de données pour entraîner un athlète. Justement, s'intéresser notamment le test sur 1500 mètres est un test qui se répand de plus en plus, en tout cas en France, pour évaluer les athlètes outre-Atlantique, notamment donc aux États-Unis. Ça fait déjà un petit moment qu'ils fonctionnent dessus, parce que c'est presque la distance parfaite pour à la fois valider la VO2 et l'indice d'endurance. Voilà, on est vraiment entre les deux, on est sur la très haute intensité, mais quand même sur un temps assez court pour pouvoir la maintenir suffisamment longtemps. Donc c'est un test très intéressant effectivement. L'indice d'endurance, c'est donc la capacité de l'athlète à maintenir une intensité de course la plus élevée possible, le plus longtemps possible. C'est un indice qui est assez important à connaître quand on souhaite s'entraîner correctement et progresser en course à pied. Donc n'hésitez pas
pas réalisé un test de 1500 mètres. Notamment, hein, Fred, hein, je me rappelle que tu évoquais dans la première partie de ce dossier que lors des compétitions, eh bien, notamment sur 10 km, hein, on voyait des athlètes qui explosaient au bout de 2-3 minutes. Alors ça, c'est plutôt des athlètes qui sont peut-être peu expérimentés en course à pied, ont peu d'entraînement, donc leur indice d'endurance il est assez faible et donc généralement au bout de 2-3 minutes ils explosent. On en voit tout le temps hein, sur quasiment chaque course parce qu'ils partent trop vite. On a aussi des athlètes un peu plus expérimentés mais qui essayent de suivre peut-être un peloton de tête ou partent sur des allures qui ne sont pas les leurs et généralement au bout de entre 7 et 11 minutes c'est là qu'ils explosent. Mais la bonne nouvelle c'est que si vous passez les 11 minutes et que vous arrivez à temporiser, a priori, la course devrait bien se passer. Donc ça, c'est un élément qui est important à retenir. Sinon, Fred, tu évoquais en troisième indice de performance l'économie de course. Et là, je dois t'avouer qu'autant la VMA, VO2 max et l'indice d'endurance, c'est des indices qui sont familiers chez moi. Mais l'économie de course, là, je bûche un petit peu. Alors, évidemment, hein, je pense que tu parles de notamment tout ce qui a trait à la foulée, je sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'économie de course? C'est quoi exactement? Alors en fait, je pourrais te résumer l'économie de course de la manière suivante. C'est l'efficacité de ta foulée à une allure donnée. Alors là, on est en plein dans la dimension énergétique de la course à pied, évidemment sous-tendue par nos dispositions biomécaniques. Ça fait beaucoup de mots en 3 syllabes, ça, Fred. Est-ce que tu peux me détailler un peu plus et me vulgariser un petit peu plus tout ça parce que je suis pas sûr de bien te comprendre. Oui, avec plaisir, t'inquiète pas. Concrètement, la manière dont tu cours a un coût énergétique. Je vais faire simple, on va faire un parallèle avec ta voiture. À 100 km/h, tu consommes, on va dire, 10 litres par heure lorsque tu roules donc à cette vitesse de 100 km/h. C'est ce que nous allons appeler ton économie de course. Alors cela est lié à ta manière de conduire, à la qualité de tes pneus et à leur pression, à l'entretien de la mécanique, à tout un ensemble de choses qui sont liées à la voiture elle-même et à comment tu la conduis. L'un des objectifs de l'entraînement sera d'abaisser la consommation d'énergie par ton organisme pour une vitesse donnée, comme si tu jouais sur différents facteurs pour abaisser la consommation de ton véhicule et finalement le passer de 10 litres au 100 à 7 litres au 100. Et ainsi, tu comprends bien qu'avec un même plein, tu pourras aller soit plus loin ou alors sur la même durée, aller plus vite. C'est jouer sur l'ensemble des facteurs qui va être l'exploitation des ressources énergétiques par l'organisme, par les muscles. Et ça passe notamment par la qualité de ta foulée, ton relâchement, ton renforcement musculaire. Ça, c'est vraiment tout un ensemble de choses. Et on le voit bien lorsqu'on commence à courir ou lorsqu'on reprend. Les premiers footings à une allure donnée nous paraissent difficiles. Mais après, on commence à s'y habituer. Mais ce sont des adaptations d'entraînement qui participent de l'économie de course et finalement, à notre allure de footing, on est super à l'aise, voire même on peut l'augmenter. C'est exactement ça. Ça, on est sur les 3 grands facteurs, on va dire physiologiques et biomécaniques qui conditionnent la performance. Merci Fred pour cette belle métaphore automobile, je dois le reconnaître. Je pense que c'est un peu plus clair pour beaucoup d'entre nous maintenant. Mais la question qu'on peut quand même se poser, Fred, c'est celle de la limitation de la performance malgré une optimisation des 3 facteurs que tu évoques, c'est-à-dire on va pousser au max notre VO2, notre VMA, on va pousser au max notre indice d'endurance, notre économie de course et on va même mettre de côté tout ce qui est lié à la course en elle-même, son profil, sa densité, les conditions météo, tout ce qu'on a évoqué dans la première partie de ce dossier spécial. On va dire qu'on a mis tout ça au maximum. Mais qu'est-ce qui va maintenant limiter nos performances et notre recherche de dépassement? Est-ce qu'il y a des choses qui vont brider un peu tout ça? Alors, il semblerait bien que oui, mais avant de te répondre concrètement, je veux bien te raconter une petite histoire si tu m'autorises. Ah, je suis très friand de tes anecdotes et de tes petites histoires, Fred. Donc, tu ne te prives pas. Vas-y, raconte-nous ta petite histoire. Alors là, c'est pas une anecdote, c'est une histoire et je ne connais pas les protagonistes, malheureusement, parce que ça m'aurait beaucoup intéressé. Mais je pense que c'est très intéressant, tu me diras. En fait, c'est l'histoire d'une Américaine qui s'appelle Diane van der Ren. Donc on peut supposer qu'elle a des origines hollandaises quand même. C'est possible. C'est plutôt probable.
En fait, à l'âge de 16 ans, elle est victime de violentes crises d'épilepsie. Elle est hospitalisée un petit moment, puis elle ressort apparemment guérie. Elle mène une honnête carrière de joueuse de tennis, elle se marie, elle a des enfants, voilà, une forme de schéma classique de vie. Et à 29 ans, suite à son 3e accouchement, et sans qu'on puisse réellement savoir pourquoi, qu'il y ait de liens qui apparaissent concrètement, elle est à nouveau victime d'épilepsie, l'épilepsie ayant disparu depuis son hospitalisation qui datait de ses 16 ans. Et là, les crises sont de plus en plus violentes et aucun traitement ne semble y faire. Alors elle décide, conseillée par des neurologues qui la suivent au sein de l'université du Colorado, là où elle réside, de procéder à une lobectomie partielle du lobe temporal droit, d'où proviennent les crises. D'accord, c'est pas une histoire très gaie que tu nous racontes, là, Fred. Au demeurant, hein, Diane a l'air très sympathique et je suis navré pour ce qui lui est arrivé, mais je vois pas forcément le rapport avec la performance en course à pied. J'espère que tu vas pas nous conseiller de subir une lobectomie pour améliorer nos performances. On va laisser ces méthodes d'entraînement à Alberto Salazar. En tout cas, j'espère qu'elle se finit bien, ton histoire. Alors, tu vas voir, elle se finit d'une manière particulière et je précise que c'est une histoire récente puisqu'elle se déroule dans les années 2000. Alors la suite est quand même des plus surprenantes. Avant l'intervention, Diane avait pris l'habitude de courir car elle avait vu entre guillemets les vertus thérapeutiques pour elle en tout cas de la course à pied parce que ça l'apaisait énormément et ça calmait la survenue et l'intensité de ses crises. Après son opération, sa lobectomie partielle, elle reprend donc la course et en fait elle devient vite une coureuse de premier plan dans le domaine de l'ultra, dans l'ultra-fond. Alors je ne vais pas détailler tout son palmarès qui est très très long, on pourrait presque faire une émission entière, mais juste te dire à titre d'exemple, en 2012, elle battra le record, tous sexes confondus, pas le record féminin, d'une épreuve qui s'appelle la Mountain to Sea. Elle le battra en 22 jours, 5 heures et 3 minutes. Tu nous trouves toujours des histoires assez impressionnantes, Fred. Je ne sais pas où tu vas les chercher. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ses performances ont un rapport avec son opération ? Est-ce que, du coup, le fait, je ne sais pas, moi, peut-être que comme elle a vécu un peu l'enfer, est-ce que ça a renforcé sa soif de victoire ? Alors, pas du tout. Et c'est là que l'histoire devient réellement intéressante par rapport au sujet qu'on traite aujourd'hui sur les limites qu'il peut y avoir en course à pied. Alors, ça aurait pu être une soif de vivre ou une revanche, comme tu disais, mais en fait, l'opération a altéré son rapport au temps. Elle dit elle-même, je peux être partie courir depuis 2 semaines, mais si quelqu'un me disait que c'était le premier jour de course, je pourrais dire, ah super, commençons alors. En fait, elle n'a pas d'autre choix du coup que de se concentrer sur la tâche immédiate, vivre l'instant présent, comme on le dit souvent actuellement. Elle a une perte de ce qu'on appelle la mémoire immédiate, c'est-à-dire les événements qui se sont déroulés dans les derniers jours, les dernières semaines, ce qui s'est passé dans son enfance. Elle n'a rien oublié, mais tout ce qui est mémoire immédiate, elle l'oublie. Donc, elle s'est retrouvée libérée en quelque sorte de la notion du temps. Et elle est donc libérée, on va dire, du défi cognitif, lui imposant de trouver une allure pour gérer le temps restant et même déjà de se préparer à la durée d'une épreuve parce que c'est quelque chose qu'elle ne peut plus même conceptualiser et intellectualiser elle-même. Alors là, je dois t'avouer que l'histoire elle est effectivement surprenante et intéressante. Déjà sur le fait des bénéfices qu'on peut tirer en vivant l'instant présent. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. Pourquoi pas le traiter un jour dans un dossier spécial, peut-être autour du mental. Mais je m'inquiète un peu de la morale de ton histoire, Fred, parce que tout à l'heure, je déconnais. J'espère que tu vas pas nous proposer de suivre une lobectomie pour améliorer nos performances, parce que je m'inquiète en tout cas pour la santé des athlètes que tu entraînes. Non, évidemment, sois pas inquiet. L'idée, ce n'est pas de se dire finalement on tient une clé et on va opérer certains athlètes pour dépasser leurs limites. Mais cette histoire, elle a été assez connue dans le monde du sport. Elle a conduit des chercheurs à s'interroger sur le rôle de la commande nerveuse, le cerveau donc, dans la gestion de l'effort et dans la perception de l'effort qu'on pouvait avoir. Et est-ce que ça va en rôle limitant au final ? Et Tim Noakes, le célèbre physiologiste du sport sud-africain, a alors, à ce moment-là, commencé à élaborer, à partir de cet exemple-là, sa théorie du gouverneur central.
Ouais, Tim Noakes, qui a d'ailleurs écrit le célèbre ouvrage The Law of Running, c'est un pavé de plus de 900 pages sur la course à pied qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français. D'ailleurs, s'il y a des maisons d'édition qui nous écoutent, ça peut être une idée. En tout cas, Noakes, il a été, je me souviens, au cœur d'une multitude de controverses avec d'autres chercheurs en sciences du sport, notamment sur des sujets concernant l'alimentation, l'hydratation. Mais bon, voilà, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pas le sujet. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer, Fred, en quoi consiste cette théorie du gouverneur central? Je suis tout oui. Dans un sens, c'est très simple, et du coup, je vais te l'amener de manière très simple. C'est que la limitation de la performance est liée à la perception de l'effort par le cerveau. Plus vous allez vous sentir en difficulté ou face à une épreuve que vous redoutez, plus votre cerveau va envoyer un message de réserve et de limitation à votre organisme, et du coup, limiter votre performance. C'est hyper intéressant comme théorie et c'est vrai que de prime abord ça peut sembler assez cohérent parce que oui, plus on va redouter une épreuve, plus ça peut avoir tendance à nous freiner ou à nous ralentir. D'ailleurs, je me souviens d'un reportage où Alain Mimoun débriefait de son marathon des Jeux Olympiques, son tout premier marathon, parce qu'il était novice sur la distance et il disait finalement c'est ça qui a été une vraie force, un vrai avantage sur les autres. Comme je savais pas ce qui m'attendait, j'étais complètement naïf, je me rendais pas compte de la difficulté de l'épreuve et en plus, il faut le rappeler, au marathon d'Australie, c'était des conditions caniculaires, c'était un vrai four. Et donc forcément, ceux qui avaient déjà couru un marathon, ils savaient que dans ces conditions-là, ça allait être terrible. Lui, il avait un peu moins cette crainte-là et ça a été, apparemment, en tout cas selon lui, une vraie force sur ses adversaires. Néanmoins, Fred, cette théorie-là a fait quand même assez polémique et il y a beaucoup de chercheurs en sport qui relativisent l'effet positif de cette inexpérience parce qu'au contraire, l'expérience est aussi un facteur clé de la performance. Donc voilà, ça fait débat, ça fait polémique et pas tout le monde est d'accord sur le niveau d'avantage que cela peut procurer. Alors, actuellement, le dogme dominant dans le monde de la physiologie du sport et notamment pour les sports d'endurance, c'est que la performance dans une épreuve de durée est liée à l'épuisement des stocks énergétiques, à l'altération des fibres musculaires et à la dégradation cumulée sous ces facteurs et d'autres facteurs, je ne vais pas tout énumérer, de l'économie de course entraînant elle-même un épuisement accru des stocks et une dégradation accélérée des fibres musculaires. Tu vois, une sorte de cercle infernal de dégradation irrémédiable. Dans ce schéma-là, en fait, c'est l'organisme qui envoie des messages au cerveau sur l'épuisement de ses ressources, le cerveau régulant alors l'effort en fonction de ces informations. Noakes part du principe inverse en fait, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que c'est là que se joue en fait la polémique actuelle. Il part du principe inverse, le cerveau régule en fonction de sa perception cognitive de l'effort avant tout retour d'information de l'organisme sur ce qu'il est en fait en train de vivre. Et effectivement, on comprend la subtilité de l'opposition et je sais que c'est un débat très passionnel au cœur des chercheurs du sport. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de coachs mentaux qui essayent de coacher des athlètes pour expliquer finalement que la douleur n'est qu'une information et que c'est à eux de la prendre ou de ne pas la prendre en compte et de reprendre un peu le contrôle justement sur leur corps, sur leurs réserves et pour essayer d'aller se pousser au maximum. Mais c'est une théorie qui est encore approuvée. Comment est-ce que Noakes, lui, il approuve justement cette théorie? Quel argument il utilise? Alors, là, on touche les limites dont il faut avoir conscience de la physiologie du sport et de tout un ensemble de recherches dans l'absolu. Globalement, aucun des deux camps, si on peut dire, sinon l'affaire serait tranchée depuis longtemps, ne peut clore le débat avec des preuves scientifiques absolument irréfutables. Noakes, comment lui, au-delà du cas de Van der Ren qui a été évoqué, il a fait scandale lors d'une conférence en 1996, notamment en demandant pourquoi un marathonien était capable d'accélérer dans le dernier kilomètre, voire de sprinter sur les 100, 150 ou plus courts derniers mètres, si ses stocks énergétiques étaient en fait au bord de l'épuisement et totalement out. Alors là, on va rentrer dans cette idée qui est vraie ou pas, je sais pas, mais qui dit que finalement, on n'est jamais à bout de force, même si on a l'impression d'être épuisé, on ne l'est jamais vraiment totalement. Il nous resterait, on dit un peu grossièrement, 20% d'énergie, un peu comme sur les téléphones portables. Même quand la jauge indique qu'on a 0% de batterie, en fait, il en reste dans le téléphone, tout simplement parce qu'il faut maintenir ne serait-ce que l'horloge, le disque dur, la mémoire, enfin toutes ces choses-là. Donc, il y a une réserve qui est bloquée.
et le corps humain aurait aussi cette méthode, cette technique-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, Fred, tu sais qu'il y a cette célèbre phrase qui dit qu'une théorie scientifique est vraie jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Et donc, cette théorie de la limitation par le gouverneur central, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, très concrètement, comme je te l'indiquais, le modèle dominant reste celui du périphérique qui influe sur le central. Très concrètement, voilà, c'est l'épuisement des ressources, la dégradation de nos capacités physiques qui sont à l'origine de notre baisse de performance dans l'effort physique. Ça reste quand même le dogme et tout ce qu'on peut lire, notamment, tourne autour de cette question-là. Mais pour autant, des chercheurs continuent à explorer le modèle proposé par Knox, qui est désormais à la retraite, même s'il intervient encore sur des problématiques liées à la physiologie du sport. Et notamment, parmi ces chercheurs, on peut noter les recherches de Samuele Marcora, qui établit un modèle psychobiologique de la perception de l'effort. Alors je vois que le débat est en train de partir très très loin, c'est pas grave, c'est un sujet passionnant et je suis sûr que ça intéresse nos auditeurs. Par contre, comme tout à l'heure, ça fait beaucoup de syllabes, est-ce que tu peux nous vulgariser cette idée-là? Alors, je vais essayer comme toujours, mais il est important quand même que, voilà, on présente d'abord vraiment l'intitulé du modèle pour après évidemment le simplifier. Je vais faire simple. Donc, dans le modèle traditionnel qu'on a vu, celui de l'épuisement des ressources énergétiques et de la dégradation musculaire, donc ce qu'on va appeler le modèle traditionnel de la machine humaine, la fatigue physique dans les muscles vous oblige directement à ralentir ou à vous arrêter. La difficulté que tu ressens, qu'on ressent tous, de la difficulté de l'effort est principalement, finalement, un produit dérivé accidentel, si on peut dire. On ressent de la fatigue parce qu'en fait, on a épuisé nos stocks ou qu'on a dégradé la qualité de nos fibres musculaires. C'est comme ça, voilà, le schéma traditionnel. Et dans le fameux modèle de Marcora, donc je ne te répéterai pas le titre pour pas alourdir et embrumer le discours, l'effort est ce qui connecte la fatigue physique à la performance. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, cela signifie que quoi que ce soit qui altère ta perception de l'effort peut affecter ton endurance indépendamment de ce qui se passe dans ton muscle. Cette théorie, elle est assez séduisante, je dois le reconnaître. Mais on va prendre un exemple qu'on connaît tous et que j'évoquais tout à l'heure avec Alain Mimoun et son marathon en pleine canicule. Donc, les fortes chaleurs, on l'a vu dans la première partie de ce dossier spécial, quand il fait chaud, l'effort est physiquement plus dur et donc les contraintes physiologiques nous poussent bien à ralentir. Alors ça, c'est un très bon exemple, Guillaume, et je te remercie du coup de l'aborder par le biais de la chaleur, dont on a vu qu'elle impactait très concrètement la performance. Alors, il faut savoir que physiologiquement, un muscle cessera de fonctionner lorsque sa température interne atteint les 40 degrés. À partir de ce moment-là, il sera totalement hors jeu, vous devez vous arrêter, à la rigueur, voilà, vous êtes tétanisé, vous mourrez, enfin voilà, ça peut vraiment très mal se passer. Mais dans la pratique, et fort heureusement, cela n'arrive jamais. Et c'est notamment aussi un des arguments de Knox qui dit à ce sujet que c'est le fameux gouverneur central qui prend des informations sur l'environnement extérieur, notamment par la peau, qui est notre capteur thermique numéro 1, mais avant même l'effort, eh ben, c'est ce gouverneur central qui va modérer par avance ton fonctionnement musculaire afin que celui-ci n'atteigne pas la limite critique fatale des 40 degrés dont je viens de parler. Et en fait, du coup, ce qu'il faut bien comprendre dans ce modèle-là, qui est le modèle que je vais appeler Knox-Marcora, celle du gouverneur central, c'est finalement pas tes muscles qui, au fur et à mesure que tu cours dans la chaleur, sont épuisés et t'obligent à ralentir. C'est que finalement, tu anticipes les effets de la chaleur parce que tu ressens notamment par tes capteurs thermiques qu'il fait chaud et que ça va être plus dur et que tu commences entre guillemets à te mettre ça en tête, que tu vas au préalable déjà ralentir ton allure et déjà te limiter dans ta performance entre guillemets pour limiter sa casse. En fait, voilà. Ces informations, elles ne viennent pas du muscle lui-même, car en fait, si tel devait être le cas, les signaux d'alerte seraient envoyés bien trop tard parce qu'ils seraient envoyés au moment où le muscle est quasiment en état d'impossibilité de continuer à fonctionner.
Ouais, ça peut expliquer aussi pourquoi certaines personnes réagissent plus ou moins bien à la chaleur. En tout cas, ça peut être un élément en plus qui explique ces spécificités. Mais du coup, comment est-ce que tu expliques la différence face à la performance? Est-ce qu'il s'agit juste d'athlètes qui ont cette aptitude, cette capacité de débrancher le cerveau, c'est naturel chez eux, ou alors est-ce qu'on peut s'entraîner à repousser ses limites? Alors, c'est cela qui est intéressant. Il semblerait bien que les champions d'exception aient cette capacité, en dehors de leur qualité, on va dire physique, physiologique, biomécanique, initiale propre, et de leur travail. J'insiste vraiment sur le sujet, parce qu'avoir des qualités, et on le voit à chaque fois qu'on rencontre des athlètes de très haut niveau, ils le précisent bien, avoir des qualités sans les travailler, ça ne vous mène nulle part. Eh bien, il semble bien que les champions aient cette capacité à pousser plus loin leurs limites et donc à mettre en veilleuse certains niveaux d'alerte ou de perception de l'effort. Mais à contrario, les études menées en la matière, certains pouvant être très surprenantes, ne permettent pas encore, et peut-être elles ne le permettront jamais, on ne sait pas, de conclure que cette théorie du gouverneur central est vraie. Malheureusement, j'ai peur que ça reste un débat presque sans fin. De nombreuses études ont été menées sur cette question de l'entraînement et du cerveau. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur ces questions-là dans un épisode spécial, parce que il y a vraiment des choses assez surprenantes qui peuvent nous bousculer dans nos certitudes. Mais du coup, là, Fred, si on veut se faire une idée, parce que tu nous mets quand même dans une situation embarrassante, selon toi, quelle est la clé pour s'abstraindre des limites dans notre recherche de performance et d'accomplissement? Déjà, je comprends l'embarras dans lequel on se retrouve, mais là, c'est aussi très important. Je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que tout ne répond pas toujours à des formules bien précises et que tous les aspects de réalisation de soi, d'accomplissement, ne sont pas forcément maîtrisables, modélisables scientifiquement. C'est ça aussi qui fait, je dirais, le sel de la recherche de l'accomplissement, qu'il soit chronométrique ou que ça soit autre, finir telle ou telle distance. Ce qui est certain, c'est que si vous négligez les piliers que constituent la base de l'entraînement, comme on l'a dit, la VO2, l'indice d'endurance, l'économie de course, et tous les facteurs extérieurs tels qu'on les a décrits dans la première partie de cet épisode, vous êtes sûr de ne pas atteindre vos objectifs, car même en ayant un gouverneur central, pour reprendre la théorie de Knox, des plus performants, vous n'aurez pas les moyens physiques de vos ambitions. Déjà, il faut quand même être clair là-dessus. Après, il me semble intéressant d'avoir également en tête que tout ne se joue pas non plus sur la physiologie pure ou sur la biomécanique pure. Alors moi, je suis plutôt d'avis, mais évidemment, ça ne reste que mon avis, que la vérité est un subtil mélange des deux théories qui ne s'opposent pas, mais qui, à mon sens, se complètent justement. Car la réaction du muscle à l'effort a évidemment, moi ça me paraît logique, une influence sur son fonctionnement. Et la commande nerveuse du coup. Mais inversement, la commande nerveuse que nous pourrons relier à la volonté, au mental, souvent on parle de mental dans le sport, elle influe aussi sur le fonctionnement nerveux. Et c'est là en fait toute la question, c'est finalement qu'est-ce qui est prédominant, est-ce qu'il y a un plus prédominant ou est-ce que les deux se complètent ou il y a qu'un seul modèle. C'est vraiment à la croisée des chemins, je pense qu'on peut trouver la solution à cette question-là et finalement comment dépasser ses limites, qu'elles soient chronométriques, physiques, psychologiques. Voilà qui est rassurant, Fred. En tout cas, je retrouve bien là ton bon sens et tes rondeurs. C'est pas pour rien qu'on t'appelait Monsieur le Premier ministre dans les premières saisons. Pour les auditeurs et les auditrices les plus fidèles, je pense qu'elles te reconnaîtront bien là. En tout cas, toutes ces questions, ça me semble évident qu'il faut appréhender tout ça avec prudence et pragmatisme. Tout est une affaire de mesure et d'individu, comme souvent dans beaucoup de choses, et le sport en déroge pas. Quoi qu'il arrive, on aura l'occasion d'évoquer toutes ces questions liées au mental dans un épisode spécial parce que il faut vraiment s'y attaquer parce qu'on entend beaucoup de choses entre le réel, la fiction, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Ce sera au cœur d'un épisode. Si on veut synthétiser tout ce qu'on vient de dire, Fred, c'est quoi les éléments clés à retenir de cet épisode encore passionnant? Alors, moi déjà, il y a ce que j'appellerais les trois piliers, les trois piliers de la performance que sont la VO2 max, l'indice d'endurance et l'économie de course, qui sont trois éléments fondamentaux
à travailler dans le cadre de vos entraînements. Donc, c'est pas suivant les périodes, il va y en avoir un qui sera peut-être plus privilégié qu'un autre, notamment entre indice d'endurance et VO2 max. Mais en tout cas, aucun ne doit être absent de l'ensemble de vos plans. Derrière, là où il faut avoir bien conscience de comment les choses peuvent se jouer, c'est que tout ne se joue pas forcément qu'au niveau physiologique ou biomécanique. Et que l'influence de ce qu'on va appeler le mental, qui est finalement l'influence de la commande nerveuse, c'est celle qui ordonne à vos muscles, à vos membres de se mettre en mouvement, elle est fondamentale. Et que le cerveau, d'après certaines théories, en tout cas c'est la théorie de Knox à laquelle on peut adhérer au moins en partie, a aussi, entre guillemets, son mot à dire. Le cerveau n'est pas en simple réponse aux informations qu'il reçoit de l'organisme en disant bah tiens ça devient plus dur parce qu'il fait chaud, parce que les stocks énergétiques s'épuisent, parce que les fibres musculaires commencent à se détruire, donc je ralentis. Il peut avoir cet effet, entre guillemets, limitatif, préventif, de limiter la performance, notamment parce qu'on a pris l'exemple de la chaleur, mais ça pourrait valoir sur d'autres éléments. Par exemple, tu es au pied d'une côte et tu vois une côte sans fin avec un fort pourcentage. Toi-même, avant même d'être dans la côte et de savoir que tu dois ralentir, tu te dis bah, je vais devoir ralentir. Donc c'est bien que ton muscle là répond finalement à une commande mentale, à une commande nerveuse. Et après, effectivement, suivant, on va dire entre guillemets, et c'est là peut-être que le terme est un peu impropre et fourre-tout, on va dire le mental va t'aider à affronter cette difficulté avec plus de facilité et de force. Mais c'est ça en fait, il faut bien voir qu'il y a un aller-retour entre les informations que reçoit le cerveau et du coup la commande nerveuse qui donne, mais aussi les informations qui viennent par ailleurs, que ce soit les sensations thermiques comme on l'a dit, la vue, d'une difficulté, d'un danger, ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours, et où là, c'est, entre guillemets, ta tête qui va prendre le dessus et, on va dire, conduire tes muscles. Eh bien écoute Fred, je te propose de clore ce dossier spécial sur les facteurs clés de la performance. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que nos auditeurs et auditrices maîtrisent maintenant toutes les clés, tous les éléments importants sur lesquels on peut compter pour performer en course à pied. On aura l'occasion de revenir sur toutes les questions qui sont liées au mental parce qu'on a vu que c'était un sujet passionnant et il y a encore beaucoup de questions et de sujets qui restent un petit peu en suspens. Donc rendez-vous pour un prochain épisode. Eh bien écoute, sur ces belles paroles, je te propose de passer maintenant à l'instant lifestyle. Est-ce que tu es OK ? Ok, allons-y. C'est parti. L'instant lifestyle, chaque semaine, on vous dégote les bons plans du monde de la course à pied. Fred, qu'est-ce que tu as trouvé pour nos auditeurs aujourd'hui ? Alors, moi, vous savez, parce que maintenant vous nous écoutez depuis un petit moment, que je suis très féru de préparation physique. Je pense même qu'un plan sans préparation physique digne de ce nom, c'est pas un vrai plan d'entraînement. Donc du coup, je vais parler préparation physique. Et en fait, il existe un podcast dédié à cette question-là. C'est le podcast d'Aurélien Broussal-Derval. Qui lui est notamment DTN adjoint à la Fédé d'haltérophilie, mais qui a tout un ensemble d'activités, il est notamment préparateur physique. Et en fait, il a lancé il y a maintenant 1 an et demi, je pense à peu près, un podcast où il reçoit à chaque fois un invité sur une question très précise concernant la préparation physique. Alors, il n'est pas forcément, il est même jamais question de course à pied, faut être clair, mais c'est voilà, on peut aborder par rapport au sport de force parce que c'est sa spécialité à lui, mais des thématiques telles que la planification, le travail de la vitesse, notamment dans les sports co, mais ça donne des pistes pour le coureur, peuvent être abordées. Il y a des interventions très intéressantes qui ont été faites et moi j'en retiens, mais je vous invite à aller voir par vous-même. On vous mettra le lien dans le descriptif de sa page avec l'ensemble des podcasts à disposition. Frédéric Aubert, qui est un ancien entraîneur d'athlétisme et qui s'est reconverti dans la préparation physique, qui était préparateur physique du Stade français rugby et maintenant à la Fédération française de football en charge des équipes féminines, intervient sur notamment le travail de coordination et de vitesse. Et ça, ce sont des éléments de toute façon dont on a besoin en course à pied. Il y a tout un ensemble
de thématiques très intéressantes. Donc voilà, je vous invite à découvrir, même si ça sort un peu des sentiers battus, que sur un certain nombre d'éléments, ça peut s'adresser effectivement à un public un peu plus averti. Mais voilà, ça vaut vraiment le détour et voilà, je souhaitais vraiment en parler parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Effectivement, hein, l'ABD Podcast, c'est un podcast qui est intéressant, que je connais aussi, qui est certes un petit peu plus pour un public averti, on va dire entre guillemets, avec quelquefois des avis aussi un peu tranchés. Hein. Moi, je suis pas tout le temps, voilà, des choses dans lesquelles j'accroche, des choses dans lesquelles j'accroche un peu moins, mais toujours une vraie qualité dans le choix des intervenants, des sujets qui sont discutés dans le fond, sur des formats assez courts finalement, parce qu'on est dans les 25 minutes, 30 minutes, donc on reste quand même sur quelque chose qui est assez comestible, et notamment aussi l'intervention, tu n'en as pas parlé, mais de Anaël Aubry, qui est un sport scientist, c'est comme ça qu'on dit je crois, qui travaille notamment aussi avec la fédération de triathlon et qui intervient toujours, et c'est extrêmement pertinent. Et voilà, rien que pour les épisodes avec Anaël, je vous conseille d'écouter ce podcast. Et du coup, oui, c'est comme tu le disais, Guillaume, c'est parfois les avis peuvent être assez tranchés, surtout qu'on est dans un univers qui n'est pas forcément celui de la course à pied, donc ça peut surprendre, on peut ne pas être d'accord, et c'est aussi ça qui fait avancer la réflexion et finalement on va dire nos recherches en la matière. Donc oui, je confirme que ça peut être le cas, hein, mais c'est voilà. Et les interventions, effectivement, les podcasts avec Aubry sont également très intéressants, et c'est une personne très reconnue également. Mais voilà, vous verrez, il y a vraiment énormément de qualité. Voilà, allez voir. Et toi, de ton côté, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as dégoté et qui pourrait voilà, nous intéresser, j'en suis sûr. Eh ben, tu sais, dans ce dossier spécial sur les facteurs clés de performance, on a, alors je vais schématiser un petit peu, mais imagine, je vais prendre une métaphore, tu sais que j'aime beaucoup le sport automobile, moi. Il a beaucoup été question de moteur, il a beaucoup été question, on va dire, d'aérodynamisme aussi. On a peut-être, et c'est un choix volontaire, pas parlé beaucoup de carburant et notamment tout ce qui a trait à la nutrition, parce que c'est un sujet qu'on traite déjà dans le podcast de manière indépendante et qu'il fallait aussi faire des choix, parce que sinon voilà, on aurait peut-être eu des épisodes qui durent des heures et des heures, mais on aura l'occasion en saison 3 de revenir aussi sur des thématiques spécifiques sur la nutrition. Du coup, je profite de l'instant lifestyle pour parler d'un documentaire qui s'intéresse justement à l'alimentation d'un axe un peu différent, parce que tu sais, on parle souvent de l'alimentation pour nos capacités physiques, tout simplement pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir vivre. En termes énergétiques. En termes énergétiques, exactement. Mais là, ce documentaire, il a un parti pris assez différent, c'est qu'il s'intéresse d'un point de vue cérébral. C'est-à-dire, comment est-ce que notre alimentation a des impacts sur nos capacités intellectuelles et surtout sur nos capacités émotionnel. Est-ce que finalement, le fait de se sentir serein, dans un état bien-être, d'être confiant, ou au contraire être stressé, être anxieux, être mal, est-ce que ça résulterait pas de notre alimentation? Est-ce que notre alimentation aurait pas un impact sur nos émotions? C'est un sujet qui est hyper intéressant et qui est traité dans un documentaire. Ce documentaire s'appelle Bien nourrir son cerveau, qui a été diffusé sur Arte et qui est disponible sur YouTube. Je l'ai vérifié avant, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un documentaire d'un petit peu plus d'1 heure qui est très intéressant. Après, je vais mettre quelques nuances, parce que c'est un peu le cas, malheureusement, en ce moment, c'est un peu la nouvelle norme des documentaires, c'est qu'on a des documentaires qui sont très partisans. Donc là, quelquefois, on a des études qui sont un peu plus approximatives. Des fois, ça enfonce aussi un peu des portes ouvertes. Donc voilà, il faut vraiment regarder ce documentaire avec un regard critique et pas forcément boire ça comme parole d'évangile, parce que sinon, voilà, des fois, il s'avance un petit peu. En tout cas, moi, c'est le regard critique que j'ai eu. Néanmoins, il soulève des questions qui sont hyper intéressantes. Je pense que les recherches scientifiques, on en est au tout début de ça, de l'impact de notre alimentation et notamment l'impact de potentielles carences, parce qu'on sait qu'on a une alimentation aujourd'hui qui est de plus en plus carencée. Et bah, quels critères peut avoir sur notre émotion? C'est un sujet hyper intéressant. Tu parlais dans la performance tout à l'heure sur tout ce qui est lié au mental, donc c'est une question qui est hyper intéressante et je pense que ce documentaire peut vraiment être complémentaire avec tout ce qu'on s'est dit, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je le rappelle, c'est Bien nourrir son cerveau, disponible sur YouTube et a été diffusé par Arte. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils proposent toujours des documentaires de qualité. Ouais, et c'est vraiment une question très intéressante et qui naît, je pense, qu'au début de son exploration, parce qu'en fait on recoupe avec cette recherche finalement comment l'alimentation peut influer sur mes humeurs, hein, je vais le résumer comme ça. On est sur ce qu'on appelle dorénavant l'épinutrition, et du coup qui a un rapport avec l'épigénétique. En fait, c'est finalement quelle molécule dans quel type d'aliment va se mettre sur les gènes et activer tel ou tel, on va dire,
du coup, humeur ou réaction, parce que vous savez qu'en fait, nos réactions, ce sont des réactions hormonales. En fait, ce sont des hormones qui sont libérées quand on est bien. Par exemple, on en a déjà parlé, hein, la sérotonine, la noradrénaline, toutes ces choses liées à la course. Les fameuses hormones du bonheur, ce sont des hormones, c'est qu'à un moment, il y a une activation génétique des gènes qui fait que voilà, ces substances sont libérées dans l'organisme, fait qu'on se sente bien. Et la question qui se pose à un moment donné, c'est est-ce que l'alimentation peut influer sur la commande génétique pour qu'il y ait plus ou moins de libération, voire que certains capteurs soient fermés, qu'il n'y ait pas de libération, ce qui rendrait les gens dépressifs ou pas. Alors comme le dit Guillaume, on en est au début et à chaque fois que on a des découvertes de cette importance-là, parce que ça me semble vraiment significatif comme découverte, on est vraiment emballé, donc on peut manquer parfois un peu d'esprit critique, tellement on a l'impression d'avoir trouvé l'arbre de jouvence, la source de jouvence finalement, l'arbre de vie. Et du coup, c'est aussi c'est l'enthousiasme qui déborde et qui font que peut-être à un moment on perd un peu d'esprit critique. Mais c'est quand même intéressant parce que ça pose des questions. Je pense que maintenant, en tout cas, le fait que l'alimentation ait un impact sur notre santé n'est plus un débat. Je pense que il faut savoir le connaître. Et là, on va un peu plus loin. Et on attend avec impatience la suite des conclusions qu'on pourrait avoir. Parce que alors j'espère qu'on n'en sera pas à créer des pilules du bonheur non plus, mais si on pourrait avoir une alimentation saine qui rende en tout cas les gens heureux, hein. Rappelez-vous qu'avant on disait que manger des carottes ça rendait les gens aimables, que ça rendait les cuisses roses mais les gens aimables. Enfin moi j'ai grandi, on disait souvent ça me faisait rire. C'est peut-être tout simplement que on a remarqué que la sagesse populaire tire souvent ses enseignements de choses constatées dont on ne savait pas forcément comment ça fonctionnait. Et peut-être que les avancées, les progrès de l'homme dans ces recherches-là nous permettront de dire finalement c'est vrai, manger des carottes ça rend aimable. Mais c'est vrai que si tu manges un repas très équilibré, très sain, tu vas te sentir mieux que si tu as mangé un fast-food. Ça déjà on peut le constater assez rapidement, n'importe qui, on se sent jamais très très bien quand on a mangé un fast-food, on est fatigué, on a du mal à digérer. Déjà on voit que notre état émotionnel, rien par rapport à ça, impacte. Après c'est à prendre avec des pincettes, des fois tu sais, un exemple, je te donne un exemple, si tu analyses les carences de quelqu'un qui est dans un état dépressif, effectivement tu vas trouver des carences, mais parce que peut-être quand tu es dépressif tu fais moins attention à ton alimentation, donc est-ce que c'est le fait tu vois, c'est l'œuf et la poule, et quelquefois ils font des raccourcis dans ce documentaire et c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'on fait dire un peu ce qu'on veut aux statistiques et si tu veux te donner raison, tu peux facilement, donc c'est pour ça, et il y a de plus en plus malheureusement de documentaires qui sont très partisans, donc ils sont déjà convaincus avant de faire leurs recherches. Et des fois, ça influe. C'est ce qui est un peu regrettable avec ce documentaire, qui soulève quand même de bonnes questions, qui est intéressant à voir. Au même titre que The Game Changer, on a eu l'occasion d'en parler dans 93 jours, dans l'autre podcast ou quoi que ce soit. C'est exactement le même défaut. Mais bon, on est à l'ère aussi où les gens sont partisans. Qu'est-ce que tu veux, on en avait déjà parlé aussi. Hein, il n'y a plus de neutralité. Bon, c'est comme ça. Il faut s'y habituer. C'est à nous d'être critiques. Et et je pense que c'est peut-être pas plus mal que certains documentaires qui, sous couvert de fausse neutralité, en fait, font passer des vraies prises d'opinion. Donc autant regarder un reportage en disant oui, au moins on connaît clairement la position de la personne qui le fait, mais derrière ça vous empêche pas d'activer votre sens critique et votre libre arbitre sur ce qui est dit et sur ce qu'on vous dit. Gardez votre sens critique, c'est hyper important, et faites attention aux certitudes. Ça sera le mot de la fin, Fred, je te propose. C'est un beau mot de la fin, donc on n'en dira pas plus. Je te donne rendez-vous à lundi prochain. À lundi prochain. Salut. Salut.